Bonjour à tous. Juste laisser tout le monde se connecter. Bonjour. Bonjour. On va prendre un petit moment le temps que tout le monde puisse se connecter. Il y a pas mal de personnes qui arrivent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. David, je te laisse la parole. Oui, écoutez, bonjour à tous. Si tout le monde est connecté, ça arrive progressivement. Donc l'ANFH Bretagne est à nouveau content de pouvoir vous accueillir en cet après-midi pour la troisième et dernière séance sur notre journée Carrefour Formation des métiers en tension. Je laisserai la place en fin de séance à Madame Catherine Corr, qui est coordinatrice adjointe de notre comité territorial. Donc notre journée régionale Carrefour Formation qui se passe en 3 séances et qui, sur cette troisième, clôturera, après avoir vu les recrutements dans la fonction publique hospitalière, les différents leviers dont on se souvient déjà mardi dernier sur l'accueil et l'intégration des nouveaux membres. Aujourd'hui, les leviers pour mobiliser, fidéliser des agents qui sont actuellement en poste. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole tout de suite à Virginie Louis de BVA. Merci. Alors, merci à tous, merci à soit aux nouveaux qui n'ont peut-être pas pu participer aux 2 premiers rendez-vous et puis aussi aux assidus qui sont donc pour ce troisième rendez-vous. Alors, on l'avait évoqué lors des rendez-vous précédents. L'idée vraiment de ces webinaires, c'était face à la situation de métiers en tension et aux difficultés à recruter en Bretagne, mais aussi ailleurs, de pouvoir en fait structurer des retours sur 3 volets. Donc un premier volet qui était vraiment autour des questions d'attractivité et de recrutement. Un second donc avec un témoignage autour de la question de l'intégration des agents. Et puis aujourd'hui sur un sujet qui est un sujet, j'oserais dire presque encore plus vaste, qui est la question de la fidélisation. Donc bien évidemment, on ne traitera pas l'ensemble des dimensions, mais je pense que vous pourrez aussi interagir et puis nous proposer aussi des suggestions ou peut-être des sujets qu'on n'aura pas abordés puisqu'on est vraiment sur un sujet très vaste sur la fidélisation des agents et plus spécifiquement des aides-soignants et des infirmiers. Alors, comme les fois précédentes, l'objectif du rendez-vous, c'est à la fois de vous restituer les résultats de l'étude sur cette partie-là spécifique de la fidélisation, de partager des bonnes pratiques et des initiatives régionales. Donc, on va vous faire un état de ce qu'on a pu recueillir. Et puis surtout, David Potier, donc, qui est à la fois directeur des ressources humaines et directeur des affaires médicales au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes, nous fera part de son témoignage et de manière très concrète voilà, de ce qu'il a pu mettre en place, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne aussi peut-être moins, des perspectives aussi autour de cette démarche de fidélisation. Et puis, ce qui est intéressant aussi pour la NFH, c'est aussi de vous entendre sur vos priorités. Donc, à la fin de ce webinaire, vous pourrez répondre à un petit sondage sur à la fois l'intérêt de travailler sur cette démarche de fidélisation. Et puis, par rapport aux différents sujets qu'on a évoqués, qu'est-ce qui vous semble prioritaire, en tout cas dans votre établissement? C'est important aussi pour bien comprendre vos besoins, bien comprendre les champs d'action qui vous semblent prioritaires. Je pense que M. Potier nous a rejoint.
Si c'est le cas, Oui. je vais le laisser. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis en retard. Je suis désolé. Je vous en prie. Je vais répondre à tout. Bonjour. Voilà, donc je vous remercie, merci vraiment d'avoir accepté de témoigner dans ce webinaire. Donc, vous aurez un temps de témoignage tout à l'heure, mais n'hésitez vraiment pas à réagir sur tous les propos et sur les constats qui sont faits dans la première partie du webinaire. Un petit temps pratique pour ceux qui seraient peut-être un petit peu moins habitués à Zoom, parce qu'on a plein d'outils différents et là aujourd'hui on sera sur Zoom. Donc 2 moyens en fait d'interagir avec nous. Vous avez en fait en bas de votre écran une barre de fonctionnalités. Alors si elle ne se voit pas, en descendant la souris, elle va apparaître. Et vous avez donc 2 possibilités de cliquer sur discussion. Et donc là, vous pouvez nous mettre un message dans le chat. Et je crois que si David Roussel veut bien faire l'exercice de nous transmettre les questions. Et puis aussi, vous pouvez aller sur la fonction réaction, alors qui n'est pas forcément affichée directement à l'écran. Dans certains cas, vous avez, je crois, 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous verrez réaction. Et vous pouvez notamment lever la main si vous voulez prendre la parole ou bien voilà, nous faire part d'autres avis. Mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qu'on nous présente, amener aussi d'autres regards et puis nous faire part aussi de vos questions. Hein. C'est vraiment un temps d'échange. On a eu l'occasion de le faire donc, la semaine dernière avec Loïc Perron qui a bien voulu témoigner aussi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir engager aussi un dialogue autour de ce sujet de la fidélisation. Alors, premier élément donc, issu de l'étude qui a été menée, c'est la question des freins à la fidélisation des aides-soignants et des infirmiers. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là lors des précédents rendez-vous, juste un rappel méthodologique. Hein. Les éléments qui sont présentés, ils viennent de ce qu'on appelle une étude donc, qualitative, avec 17 entretiens qui ont été menés, de 45 minutes, 1 heure, hein, donc le temps d'approfondir les sujets, et avec à la fois des institutionnels, donc des représentants du conseil régional et de l'ARS, des représentants d'écoles également, des directions d'établissements sanitaires, des DRH, des directeurs des soins, des directions également dans le champ médico-social. Et puis ce qui était important aussi, c'était de recueillir l'avis et je dirais de mettre un peu en regard les constats des directions avec celui d'agents embauchés depuis moins de 6 mois. On va y revenir, hein, il y a un certain nombre de choses qui sont dites, qui sont peut-être parfois vraies, peut-être parfois moins, sur les nouvelles générations, les nouveaux agents, ce qu'ils attendent ou pas. Donc c'était important aussi de mettre en regard les éléments qui étaient évoqués plutôt par les encadrants de ceux qui ont été dits par les agents. Et donc on est sur des résultats très récents puisque c'est des entretiens qui ont été réalisés en mars-avril avec un certain nombre de choses qui, de fait, font écho aussi à la situation des hôpitaux par rapport à la crise sanitaire. Alors, comme je vous le disais, hein, donc les résultats de l'étude, juste pour resituer un peu dans quel contexte en fait on va parler de fidélisation, ce qu'on a vu plus largement dans cette étude, c'est 2 problématiques un petit peu différentes. Une problématique de recrutement des aides-soignants qui apparaît un peu plus structurelle avec une question d'attractivité du métier. Et puis pour des infirmiers, ce qui nous a été restitué, c'est des problématiques qui sont peut-être plus conjoncturelles et notamment liées à la crise sanitaire et un peu plus récentes. Si on devait comparer, la perception, c'est qu'il y a plutôt plus de difficultés de recrutement des aides-soignants que des infirmiers. Voilà, même si ce n'est pas forcément tout à fait comparable. Le deuxième élément, c'est que, et ça fait d'ailleurs le lien avec finalement l'ensemble des webinaires, c'est qu'on est dans une sorte de rapport de force qui s'est plutôt repositionné en faveur des professionnels, donc avec des professionnels qui vont avoir un certain nombre d'exigences, qui ne vont pas forcément hésiter à décliner une offre ou à quitter un établissement rapidement si le poste ne convient pas. D'où en fait l'intérêt de se dire qu'il y a une forme d'investissement à avoir, à la fois sur le recrutement, mais aussi sur l'intégration des professionnels, hein, on l'a vu la dernière fois, et puis enfin sur les leviers de fidélisation des agents.
Alors, sur les premiers facteurs, et je pense que ce sont des choses que, bien évidemment, vous connaissez, hein, on a identifié 4 facteurs qui vont expliquer des difficultés à retenir les infirmiers ou les aides-soignants. Alors, un premier aspect qui est plutôt autour des aspects contractuels et financiers, hein, les deux étant étroitement liés. La question, en fait, d'embauche en CDD, qui vont être aussi assez fréquemment des CDD qui peuvent être récurrents, parfois des CDD courts, et puis une titularisation tardive. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, de notre part, mais c'est ce qui nous a été dit dans les échanges. C'est la perception en fait que ça peut être tardif. Et puis la question des salaires, donc qui peuvent être peu attractifs en début de carrière. Alors faiblement évolutif, je mettrais des guillemets. Ça nous a pas nécessairement été dit, mais en tout cas on est plus dans l'image en fait de quelque chose qui est faiblement évolutif. On l'a dit la dernière fois, on a vu aussi que ce sujet de la rémunération, il peut être encore un peu tabou dans votre univers, et que du coup il y a cette question là aussi de finalement c'est quoi faiblement évolutif, ça correspond à une réalité, pas à une réalité. Et puis, il y a aussi le Ségur de la santé qui a changé des choses. En tout cas, il y a un aspect autour de la question de la rémunération et de la manière dont elle évolue. Alors, on a une parole d'un cadre de santé hein, qui nous dit un infirmier commence à 1 450 € net. Alors, la question, c'est pourquoi il aura envie de rester. Vous allez voir qu'il y a une suite et que ça ne s'arrête, sa phrase ne s'arrête pas là. Alors, le deuxième, hein, et là aussi, peut-être qu'on enfonce des portes ouvertes, hein, la question des conditions d'exercice, et peut-être quelque chose qui ressort peut-être moins classiquement, qui est l'esprit d'équipe, en fait, qui est mis à mal, en fait, avec ce contexte hein, de pénurie de soignants, de crise sanitaire, et avec des rythmes qui vont nuire à l'instauration du lien avec les patients, mais aussi avec les collègues. Ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être plus entendu, le fait que finalement, l'esprit d'équipe et les relations avec des collègues, a priori, étaient des éléments de fidélisation. Et comme on a des rythmes qui sont plus intenses, on peut se retrouver avec des professionnels qui ont une perte aussi dans le lien avec les patients, mais aussi avec les autres professionnels. Et voilà, on a la suite en fait de la prise de parole d'un cadre de santé. Hein. Donc la question c'était pourquoi il aura envie de rester. Et son propos c'est de dire voilà, les sociologues le disent, hein, c'est là que la qualité de vie au travail elle intervient. Il y a l'idée de l'équipe, de la qualité de vie de l'équipe. Et excusez-moi. Et le fait que dans les soins, il y avait vraiment cette idée-là de travail en équipe. Et aussi de temps d'ailleurs conviviaux. Hein. Il nous dit avant, il y avait des soirées d'équipe. Maintenant, en fait, l'esprit d'équipe est plus technicisé. On va passer par des choses du type voilà, des outils de transmission, mais pas du vrai lien humain. Il ajoute aussi le fait que la crise sanitaire, finalement, dans certains cas, ça a été de dire on ne peut plus manger ensemble, on est chacun dans son coin. Donc, en fait, ce lien-là entre personnes qui est déterminant hein, pour la fidélisation, effectivement, il va un peu s'appauvrir. Le troisième élément, alors qui pour le coup constitue vraiment un élément sur lequel on aura un levier, on va en parler tout à l'heure, c'est la question des perspectives et de la visibilité sur le parcours. Dans les retours à la fois des cadres de santé, des directions et on le verra tout à l'heure aussi des agents, il y a le sentiment que finalement le plan de carrière, le parcours professionnel, c'est quelque chose qui va rester assez flou. Avec des affectations qui, voilà, plus encore dans le contexte de la crise sanitaire, vont être plutôt liées à des contraintes, plutôt à des exigences de court terme, et puis des perspectives de mobilité interne qui peuvent être limitées par la titularisation, avec des agents qui sont titulaires de poste depuis pas mal d'années, qui n'ont pas nécessairement envie de bouger, et d'autres personnes qui arrivent et qui ne vont pas pouvoir accéder à ces postes-là. C'est bien dit par un cadre de santé, hein, certains agents aimeraient bien accéder à certains postes qui sont bouchés par des gens qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas envie de bouger. Donc on se demande comment faire pour motiver les gens à rester. On voit bien que cette question de mobilité en fait, et de parcours professionnel, elle est importante. Dernier point qui fait écho à ces constats hein, par rapport à la situation en établissement, c'est les tensions sur le marché de l'emploi, puisqu'en fait là, on retombe sur la question un peu du rapport entre l'offre d'emploi et la demande. On a en fait un marché de l'emploi qui est favorable hein, pour les infirmiers et les aides-soignants, donc des gens qui vont finalement peu hésiter à quitter l'établissement et dont aussi le rapport à la fois à l'employeur et à la mobilité a évolué. Donc finalement,
quand le contexte de travail ne convient pas, ils vont plutôt effectivement assez vite penser à quitter l'établissement. Et ça nous a été dit aussi par des cadres et des directions. Voilà, le fait que les jeunes agents sont plus attachés aux établissements dans lesquels ils débutent, par exemple, hein, ils vont plutôt privilégier pour certains des CDI ou bien refuser des CDD, ou refuser des CDI parce que finalement, l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Et donc, on a effectivement cette question générationnelle. Hein, le cadre de santé nous dit, les générations Y et Z pouvaient avoir des contrats de 6 mois, 1 an, mais si le boulot ne les intéresse pas, ils s'en vont. Et puis vraiment, cette question aussi de personnes qui sont en position de force et qui, du coup, peuvent effectivement quitter l'établissement un peu plus facilement. Alors, pour les aides-soignants, plus particulièrement, dans ce qu'on a entendu aussi, c'est un décalage qui est peut-être encore plus marqué entre les représentations du métier, y compris les représentations à l'école, et l'exercice terrain. Alors, un point spécifique qu'on n'avait pas forcément identifié jusque-là, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir vos retours. Ça peut être la question du rapport au corps, au toucher des jeunes, qui est peut-être un peu plus compliqué qu'avant, avec des jeunes diplômés qui peuvent avoir des réticences dont les soins, les toilettes à faire notamment aux résidents. Et donc, en faisant lien avec le fait que c'est d'autant plus difficile si c'est fait dans des conditions qui ne sont pas forcément plaisantes et qu'il n'y a pas de sentiment de sens et d'utilité. Donc là, ce que nous disent les personnes interviewées, c'est que ça peut être vrai pour tous les personnels soignants, mais c'est encore plus vrai pour les aides-soignants puisqu'ils font effectivement les soins et notamment les toilettes. Il ressort aussi, c'est la question du coup, des valeurs et un sentiment qui peut être que finalement la manière dont on leur a pris le soin, elles sont en décalage un peu entre ce qu'on leur a appris en formation et la réalité du terrain avec des professionnels qui ne s'y retrouvent pas. Je vais passer rapidement parce que je pense que ça, c'est des éléments qu'on a déjà pu évoquer. Alors, un autre point qui fait écho à la notion d'équipe aussi, dans les décalages qu'on a pu percevoir aussi, c'est un certain déficit dans l'interprofessionnalité perçu par les aides-soignants. Ça n'a pas été évoqué pour les autres métiers, avec une formation qui va tendre aussi à quelque chose qui soit plus interprofessionnel et finalement à une réalité de terrain où les aides-soignants n'ont pas forcément toujours le sentiment d'être vraiment dans un collectif, mais on a plutôt des choses un peu sectorisées. Alors, c'est à nouveau pas une généralité, hein, ça peut être dans certains contextes. Voilà, on nous dit, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de schisme entre les exécutants, le corps des aides-soignants et les autres. Je ne suis pas sûre qu'il soit constitué une équipe, un collectif, dans lesquels les aides-soignants se sentent membres d'un collectif à part leur pair. Donc, on peut avoir ces questions-là. On a des retours aussi d'établissements qui, par exemple, vont nous dire que ça peut être compliqué pour une jeune infirmière, par exemple, de se positionner aussi par rapport à des aides-soignants qui sont un peu plus installés dans leur poste. Et puis, on a été évoqué aussi, mais là, c'est vrai qu'on est presque sur un autre volet de la fidélisation, la question des reconversions professionnelles d'aides-soignants, où là, on va vraiment être sur des personnes sur du plus long terme qui soit ne peuvent plus exercer leur métier pour des problèmes d'inaptitude ou ne souhaitent plus l'exercer. Et là, on peut retrouver aussi des problématiques de sens ou des difficultés aussi qui peuvent aller plus loin et un souhait de ne plus exercer ce métier. Voilà un peu pour les freins. On va vite passer à des choses plus positives et qui donnent plus envie d'être dans l'action et dans les solutions, avec les différentes bonnes pratiques et initiatives qu'on a pu voir en termes de fidélisation des infirmiers et des aides-soignants. Alors, avant ça, on a donc interrogé les aides-soignants et les infirmiers sur finalement qu'est-ce qui les motive à rester dans l'établissement. Là, on a 2 volets qui sont ressortis de manière assez nette. La perspective d'un emploi stable, notamment l'obtention d'un CDI et d'une titularisation. Donc, on va voir d'ailleurs qu'on a vraiment cette espèce d'équilibre avec les jeunes générations, à la fois, dans certains cas, effectivement, cette envie d'être plutôt libre, de pouvoir profiter des opportunités et en même temps,
avec pour une partie des professionnels et puis peut-être pour une période aussi de vie, ce souhait-là d'avoir un emploi plus stable, avec donc la question de la titularisation. On en a plusieurs qui nous disent que 5 ans, en fait, c'est trop long. Et le fait que finalement, très vite, ça a un impact sur l'aspect financier aussi, puisque la titularisation va permettre d'accéder à certaines primes. Et puis l'autre volet aussi, c'est la question des perspectives de mobilité, des opportunités d'évolution de carrière, de promotion professionnelle, avec un besoin, une envie en tout cas d'être écouté sur ces projets individuels. Et ça, c'est une dimension qui est importante aussi. On sait qu'en formation, par exemple, on a vraiment à la fois l'aspect collectif, les formations plus institutionnelles, et puis aussi les besoins individuels. Et là, on est dans quelque chose qui est plus individuel, avec un besoin d'écoute, et puis l'idée, en fait, d'avoir besoin d'une temporalité, d'avoir un but et de pouvoir se projeter dans l'avenir. Là, on a vraiment beaucoup d'expressions très claires sur le sujet. Avoir un CDI, une titularisation, c'est ça qui motive. Un délai raisonnable pour être titularisé, ce serait 2 à 3 ans maximum. 5 ans, c'est trop. Il faudrait se sentir écouté sur nos projets professionnels, sur nos envies de formation, qu'on ait quelque chose qui nous motive, qui nous pousse à rester. Puis on a une aide-soignante aussi qui dit bien écouter les besoins, les situations individuelles, que les processus soient moins longs, encore cette notion de temps, donner une vision sur l'avenir et ne pas laisser dans l'incertitude. Alors, dans le lien direct avec ces besoins-là, dans les initiatives et les bonnes pratiques qu'on a pu constater dans les établissements, on a vu qu'il y avait vraiment 3 dimensions qui sont étroitement liées et qui justement vont favoriser à la fois la possibilité de se projeter et puis aussi le bien-être dans l'établissement. Le premier volet, c'est tout ce qui va être sur le registre de la sécurisation contractuelle et financière. Les deux sont vraiment très liés. Le deuxième, on est plus autour de la structuration des parcours et l'accès à la formation, l'accès à la promotion professionnelle. Et puis, on a une troisième dimension qui est autour de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et pas qu'au travail, puisque c'est aussi la question de l'équilibre professionnel et personnel, du fait de rythme, de particularité dans ces métiers d'infirmier et d'aide-soignant, où il y a un impact assez rapide entre finalement le travail, avec dans certains cas des plannings aussi qui peuvent être compliqués, impacter directement la vie personnelle. Donc, il y a aussi cette question d'équilibre professionnel et personnel. Premier volet, donc, sur l'aspect sécurisation contractuelle et financière. Ce qu'on entend, c'est que finalement, la fidélisation, elle va démarrer assez vite. C'est une question d'ailleurs que je poserai à David Potier pour son établissement tout à l'heure. Quand commence cette fidélisation? Donc, c'est de pouvoir permettre aux agents de se projeter à long terme au sein de l'établissement en sécurisant les aspects financiers. Donc là, il y a différentes initiatives dans les établissements, proposer des contrats plus longs, promettre, s'engager en fait à un CDI dans une échéance qui soit relativement courte, avoir aussi des objectifs de titularisation qui soient plus rapides. Et donc là, on a un cadre de santé qui nous dit, voilà, ça passe par le fait de donner aux agents une lisibilité en termes de parcours et donc de leur donner des contrats plus longs. Et on a un directeur d'EHPAD aussi qui nous dit, il y avait beaucoup de CDD, je savais qu'on allait entrer dans une période tendue. J'ai titularisé et passé en CDI une bonne partie de l'équipe pour qu'ils ne songent pas à partir. On a limité le nombre de CDD au maximum. Donc, c'est une première clé qui fait qu'à un moment, on va pouvoir se dire qu'on souhaite garder en fait, un certain nombre d'agents et qu'il faut pouvoir leur donner de la lisibilité à la fois sur le plan des contrats et puis aussi sur la sécurité financière à moyen terme. Le deuxième élément qui est sorti de manière extrêmement nette aussi et qui fait complètement écho aussi à la question de la formation, c'est toujours dans l'idée de pouvoir se projeter à long terme, mais avec ce parcours professionnel. Et là, on va plutôt parler de mobilité, de promotion, d'accès à la formation. On est vraiment sur un volet vraiment de formation et d'évolution professionnelle, avec plusieurs aspects positifs. Le fait que ça va contribuer à l'attractivité de l'établissement. Donc finalement, c'est un levier qui peut être activé d'ailleurs dès le recrutement, que ça va fidéliser les agents et à nouveau, ils vont pouvoir se projeter dans un avenir professionnel au sein de l'établissement.
Dans ce que nous disent les encadrants aussi, c'est que c'est important parce que dans la fonction publique hospitalière, il y a quand même finalement pas mal d'opportunités de formation et d'évolution, hein, notamment grâce à des financements, que ce soit de la NFH, il cite aussi des financements de la part de l'Agence régionale de santé, et que du coup, c'est finalement accompagner les agents pour qu'ils puissent se saisir de ces opportunités. On a un cadre de santé qui nous dit aussi, beaucoup d'agents postulés dans un service, il était difficile pour eux d'avoir de la lisibilité sur leur parcours interne. Et donc là, l'idée, c'est le travail qui est fait, c'est construire des parcours et puis aussi offrir aux agents la possibilité de découvrir des secteurs pour aussi se projeter dans des filières, hein, ici par exemple la filière gériatrique. Donc l'idée de se former, oui, mais aussi avoir l'occasion de découvrir d'autres secteurs et de se dire que finalement, après ce poste-là, il y aura peut-être un autre poste dans un autre secteur. L'Agence régionale de santé nous le dit aussi à l'échelle plutôt régionale, hein, en se disant c'est effectivement essayer de garantir aux professionnels de la fonction publique hospitalière qui pourront avoir un parcours certifiant ou diplômant en Bretagne, y compris en rentrant en tant que KSH dans les établissements. Alors, si on regarde la question des parcours, on voit qu'on a plusieurs dimensions. On a le fait de structurer les parcours, c'est-à-dire que le constat que finalement, aujourd'hui, dans les établissements, il y a déjà beaucoup d'évolutions professionnelles, hein, parvenir sur les aides-soignants qui deviennent infirmiers, les infirmiers qui deviennent cadres de santé, mais que ce serait intéressant de structurer et aussi de diversifier ces parcours, aller aussi vers d'autres parcours possibles, en se disant, par exemple, que tous les aides-soignants n'auront pas forcément envie d'être infirmiers. Cette mobilité-là, l'idée de la structurer, c'est aussi de permettre aux agents des temps de respiration et de valoriser aussi l'exercice dans des secteurs de moindre activité. On l'a vu dans l'étude, et vous le savez bien, on va avoir un certain nombre de secteurs d'activité qui vont être difficilement choisis par des jeunes agents, des secteurs comme effectivement souvent le secteur personnes âgées qui va avoir plus de mal à recruter, et donc donner aussi à ces agents la possibilité en fait dans leur parcours de valoriser le fait qu'ils aient pu travailler dans le médico-social. On a deux témoignages. On a une personne qui nous dit qu'il faut essayer de temps en temps d'aller dans des services de court séjour ou d'ambulatoire. Les activités sont différentes, ça peut donner l'impression d'un espace de respiration, de ressourcement et en tout cas d'évolution des activités quand on est sur des carrières longues. Effectivement, il y a aussi cet élément-là d'allongement des durées de carrière. Et puis, on a aussi un cadre qui nous dit, on offre un outil de valorisation de la dureté et de la diversité de certains postes. C'est compliqué d'avoir des postes pourvus dans le médico-social et si on donne des points supplémentaires, c'est aussi ça qui va nous permettre de fidéliser les professionnels. Premier aspect, donc ces questions de mobilité, de parcours intra-établissement, voire d'ailleurs peut-être intra-GHT, même si ça a été moins abordé. Ensuite, on a de pouvoir toujours diversifier et structurer la promotion professionnelle. Donc là aussi, d'ouvrir en fait ces possibilités, peut-être vers d'autres métiers. On nous cite par exemple le fait qu'il sera important d'accompagner la mobilité des infirmiers vers les infirmiers en pratique avancée et puis aussi d'ouvrir largement ces possibilités-là aux contractuels et plus seulement aux titulaires. Alors, je crois que M. Potier en parlera tout à l'heure. Avec l'élaboration des lignes directrices de gestion, c'est des choses qui sont effectivement à travailler et donc je pense que M. Potier y reviendra. On a un EHPAD, par exemple, qui nous dit, nous, on a un infirmier qui est parti en formation d'IPA. C'est important d'avoir une politique de formation dynamique, en fait. Vous voulez nous parler lignes directrices de gestion, M. Potier, dès maintenant? Oui, moi je m'adapte à l'organisation. Effectivement, je me permettais moi une intervention sur... je le dis pour l'ensemble des participants, la spécificité de Guillaume Régnier, c'est qu'on est spécialisé en santé mentale. Donc on est monodisciplinaire, ce qui en fait quand même une caractéristique qui pose des limites à ce qu'on peut envisager. Mais je sors d'une semaine, moi, la semaine dernière, où nous avons présenté des lignes directrices de gestion pour avis au CTE. L'établissement a fait de la politique de mobilité ce que j'appelle moi des blocs, un des grands aspects de la cotation des professionnels dans les déroulements de carrière, donc dans l'accès au grade, et de l'égalité, et j'ai fait aussi de l'égalité de traitement dans l'accès à la promotion professionnelle titulaire contractuelle,
sans condition d'ancienneté, parce que ça me semble important d'aborder ces sujets-là vis-à-vis des jeunes professionnels, de travailler en fait sur ces axes-là qui sont des points cardinaux, à la fois du recrutement, de l'accès à la promotion professionnelle et de la mobilité. Sur la mobilité, hein, on a été, nous, jusqu'à, ça rejoint ce que vous dites, madame, on a été jusqu'à, on propose l'attribution de points spécifiques au titre de l'affectation dans le secteur médico-social pour essayer justement de répondre à ce que vous disiez, c'est-à-dire le côté j'ai envie d'aller à tel endroit, mais globalement, quel est mon intérêt de le faire? J'ai envie d'aller à tel endroit dans tel exercice, mais est-ce que j'y gagnerai quelque chose? Et surtout, j'ai envie d'aller dans tel endroit, mais ceux qui y sont ne veulent pas bouger. Donc, il y a un côté, il y a une prime à la maîtriser pour éviter de passer dans l'instabilité. Mais l'idée, c'est d'avoir une prime à la mobilité et au parcours professionnel dynamique. Et je trouve qu'en cela, les lignes directrices de gestion, de par l'obligation de publicité interne, on s'attachera à un peu ouvrir les portes et les fenêtres sur la gestion des ressources humaines via les lignes directrices de gestion, mais via la publicité interne, via le caractère opposable de ces mesures-là, je trouve offre quand même la possibilité de répondre à un certain nombre d'interrogations que vous abordez très bien dans votre présentation, qui consiste à avoir des questions très concrètes et à pouvoir y apporter des réponses institutionnelles et pas des choses un peu repoussées au calendrier grec qui, à mon avis, génère de la déception. Voilà un peu ma réaction à chaud sur ces éléments-là. D'accord. Et la réaction que vous parliez justement de la validation des lignes directrices de gestion, spontanément, ces questions de mobilité, de parcours, d'aborder différemment aussi, c'est-à-dire peut-être un peu moins sur l'ancienneté et plus sur d'autres critères, c'est reçu comment en fait dans les établissements? Alors dans le mien, c'est reçu de manière, alors je vais distinguer les axes, mais si on prend les managers, qu'ils soient médicaux, paramédicaux ou administratifs, logistiques et techniques, c'est bien reçu dans le sens où c'est l'occasion pour eux, enfin ils ont été associés à la démarche dès le début, c'est-à-dire que c'est eux qui ont contribué à l'élaboration de ces lignes directrices de gestion et ça semble, faut voir les preuves des faits, mais ça semble être quelque chose qu'ils attendaient comme étant, clairement, nous, le déroulement de carrière ou même l'accès à l'emploi titulaire. Très fondé sur l'ancienneté avec ça. Et je trouve qu'il y a un côté que moi j'ai défendu en instance qui est, en fait, on organise la discrimination, je le dis de manière un peu triviale, ça peut être polémique, mais on organise quand même la discrimination sur la base de l'âge parmi les professionnels, via l'ancienneté. Et je trouve que clairement, le talent, l'investissement n'attendent pas et qu'il est nécessaire quand même de... Enfin, moi, c'est le message que je passe, c'est qu'à un moment, ce sont les compétences, l'envie, l'investissement institutionnel, l'investissement au quotidien des professionnels qui doivent être valorisés. Alors, c'est vrai qu'on a dépoussiéré des sujets tels que, y compris y compris par exemple sur les suggestions particulières, en abordant des choses très concrètes, en disant, bon écoutez, il y a des professionnels qui travaillent sur des horaires de semaine plutôt classiques, il y a des professionnels qui sont sur des horaires décalés, nuit, week-end, mais à un moment, les suggestions particulières, elles sont différentes et on va les valoriser, on va les reconnaître. Et je pense que ça a été plutôt bien reçu en interne. Alors, côté organisation syndicale, on a essuyé un avis majoritairement défavorable. On a quand même un avis favorable de la CF, respectant les avis de CGT Sud. Mais c'est vrai qu'on a mis sur la table un certain nombre de sujets qui n'étaient pas abordés auparavant, qui étaient en fait mis sous le tapis, sous l'angle de c'est l'ancienneté qui prime. Je pense que les attentes des professionnels, nous on a 2700 agents rémunérés, aujourd'hui les attentes sont autres et il y a de vrais sujets qui sont abordés. Après, ceci étant, si on se met en perspective sur la question de la mobilité, les lignes directrices de gestion contractualisent la direction sur le fait à un moment de poser des règles dans l'accès au changement de grade, mais donc à un moment d'assumer dans la gestion interne. Et ça, on est attendu au tournant pour répondre aux interrogations qui sont les vôtres par rapport à ces éléments-là, pour accompagner le changement. Je pense que c'est
indispensable, mais pour répondre à ces préoccupations très concrètes de la part des professionnels. Donc, ce n'est qu'un début, a priori. Il va falloir accompagner aussi la mise en œuvre. La difficulté sur ce sujet-là, c'est que, alors moi je parle de ma structure, hein, mais on a un peu abandonné le sujet, la question de la mobilité, elle n'a pas survécu à la question de la construction, de la dynamique polaire des établissements. On a beaucoup abandonné aussi le fait que le secteur médico-social, c'est compliqué, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit moins compliqué? Je trouve que cette loi, via les lignes directrices de gestion, nous remet quand même en situation de responsabilité d'agir. On n'est pas obligé de le faire, mais on a quand même un levier que je trouve moins intéressant dans ce cadre-là. D'accord. Je voyais, il y avait une question, je ne sais pas si j'y réponds maintenant, mais sur la question Allez-y, dans allez-y, le oui, secteur tout à de la fait. psychiatrie, ne faut-il pas des liens avec les patients chroniques? L'idée, on est parti sur des règles de mobilité en regardant dans le rétroviseur sur une des périodes allant de 7 à 10 ans. Oui. Alors, on n'est pas sur, on ne demande pas aux gens de changer chaque année, hein, vous voyez bien. Mais c'est un moment de dire, au-delà d'un certain délai, il faut partager. Et puis, il faut diffuser sa compétence, parce que nous, on est confrontés parfois à des secteurs d'activité très spécifiques, hein, par exemple sur le domaine de l'addiction. Or, les patients qui souffrent d'addiction, vous en avez dans toutes les unités d'hospitalisation. Donc, il ne faut pas que ça soit l'apanage d'un pôle ou d'un service particulier. Le partage d'expérience, si vous voulez, moi, je me retrouve, en l'expliquant rapidement, j'ai pris mes fonctions en 2015 sur les ressources humaines. Moi, j'ai été confronté à la dynamique qui était la suivante, qui était de dire, globalement, vous êtes contractuel sur le secteur médico-social, on a une masse, un EHPAD et une USLD. Vous faites vos armes sur le secteur médico-social, puis après, vous viendrez en psychiatrie adulte. Vous commencerez par de l'hospitalisation temps plein. En fait, après, vous faites de l'hospitalisation, vous ferez de l'ambulatoire, puis après, vous irez vers le Graal, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. L'enjeu à dépasser dans ce cadre-là, en essayant de rééquilibrer les choses. On a de la psychiatrie au milieu pénitentiaire, on a du secteur médico-social, et on ne peut pas, qui n'ont pas d'enfants, qui vont dans ce cadre-là. Donc, essayons de rééquilibrer les choses et de trouver une dynamique. Tous les services ont leurs avantages et les inconvénients, mais essayons de rééquilibrer un peu les choses. Donc, on n'est pas sur de l'instabilité, hein. Bien évidemment. Oui, c'est ça, on est loin de. L'avantage de la place de l'encadrement dans les démarches, c'est qu'à un moment, la question de l'attractivité ne doit pas être maîtrisée uniquement par un DRH ou une direction fonctionnelle ou une direction. C'est bien au quotidien la place de tous les acteurs, de l'agent à l'encadrement aussi. Merci. Donc, on est bien dans les notions, effectivement, aussi de ce que vous évoquez de diversification, finalement, des parcours. Il n'y a pas une manière d'évoluer dans l'établissement, en fait. Oui, puis il y a aussi le fait que, si je peux me permettre, l'agent, je pense qu'à un moment, c'est le choix qu'on laisse aux agents via les lignes directrices de gestion. Ce n'est pas quelque chose de contraignant, à la limite, quelqu'un s'y inscrit ou pas. Mais c'est aussi la liberté individuelle de chacun, à un moment, mais en connaissant les règles du jeu. Je pense encore une fois que l'exigence de publicité, de communication, de lisibilité des règles de gestion me semble être un point cardinal de la démarche. Merci. Alors, de manière générale, au-delà de, c'est extrêmement lié, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez en termes de liberté individuelle. Il y a effectivement cette question-là de parcours, et il y a aussi, de manière générale, de favoriser l'accès à la formation. Et on rejoint aussi le rôle du cadre dans l'idée c'est bien au cadre aussi d'accompagner les agents dans l'évolution des métiers et de leurs pratiques. Donc, dans les deux volets qui ont été indiqués aussi sur cette dimension-là, c'est d'être en capacité de répondre aux souhaits des agents, d'être aussi force de proposition sur des formations qui vont leur permettre à la fois de maintenir les compétences
et aussi d'intégrer de nouvelles pratiques. Alors, ça peut être des choses très particulières on nous citait passer le permis de conduire et peut-être ça rejoindra tout à l'heure des choses qui sont aussi liées à la vie pro, vie perso, des formations de transmission, l'utilisation de l'outil informatique aussi qui est revenu assez fréquemment avec le fait qu'on va avoir aussi des professionnels qui vont être en difficulté par rapport à l'outil et le fait d'être en capacité de l'utiliser, ça va permettre aussi d'évoluer, d'aller peut-être vers d'autres fonctions. Pour les infirmiers, d'avoir à la fois des remises à niveau, des spécialisations, et on pense notamment aux infirmiers en pratique avancée. Et puis sur les aides-soignants, de pouvoir aussi développer des compétences sur des soins spécifiques. Ce qu'on nous a dit aussi, c'est vraiment l'importance d'avoir une attention en matière de formation sur toutes les évolutions technologiques et numériques, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas finalement une sorte de fracture aussi qui se fasse entre des professionnels eux-mêmes et puis finalement la manière de leur équipement, leur environnement de travail qui évolue. Est-ce que sur cet aspect-là de formation en tant que tel, M. Potier, vous avez, je pense notamment aussi aux entretiens professionnels et aux entretiens de formation, ce que vous pouvez impulser aussi pour que les agents puissent s'exprimer sur leurs besoins de formation? Oui, effectivement, je pense que là aussi, l'actualité est riche. Moi, j'ai saisi l'opportunité de mettre en place l'entretien professionnel dans le cadre des dispositions réglementaires de juin 2020 en utilisant l'outil GESForm Évolution, qui est quand même je trouve assez intéressant dans ce cadre-là, en faisant le lien avec le plan de formation de la part des professionnels et en valorisant la participation à ces activités de formation. Tout à l'heure, je disais, en termes de lignes directrices de gestion, eh bien, il y a des lignes directrices de gestion, il y a un bloc relatif à l'évaluation des compétences, mais aussi à la formation professionnelle. Et on entend valoriser la participation à ces formations pour tous les agents à différents niveaux, qu'elles soient diplômantes, qualifiantes ou uniquement de la formation continue. Mais je pense que ça, c'est assez important. Et ce qu'il est important aussi d'envisager, c'est la question de se contractualiser sur les besoins de formation et leur mise en œuvre dans le temps. Trop souvent, on a des débats internes, je demande des formations, mais elles ne sont pas forcément réalisées ou je ne sais pas où ça en est. Je pense que ça, c'est un sujet intéressant. Je trouve votre remarque très opportune sur l'utilisation globalement des outils du numérique. Aujourd'hui, on va très vite dans ce domaine-là, mais je pense qu'on ne se préoccupe pas forcément de la maîtrise des outils, de la maîtrise de base, pardonnez-moi l'expression de ça, et c'est un sujet. Un dernier point, on est sur le sujet de l'attractivité. Moi, j'ai mobilisé le dispositif du congé personnel de formation, du CPF, pour en faire un sujet permettant aux professionnels de développer des choses qui ne sont pas forcément envisagées dès le début. Je pense par exemple sur la question des permis de conduire. C'est-à-dire qu'on a notamment priorisé dans l'accès dans les demandes de CPF le fait de permettre aux gens de se mouvoir, enfin d'être sur la mobilité. Et donc sur des professionnels qui n'auraient pas forcément un permis de conduire ou des choses comme ça, de pouvoir, via leur CPF et un accompagnement de l'établissement, je trouve que ça c'est une question aussi privée et professionnelle dans l'articulation. On a des petites coupures régulièrement, je ne sais pas si vous l'avez dans l'autre sens aussi, mais on a des coupures en fait quand vous prenez la parole. Je ne sais pas si possibilité d'améliorer. Moi ça le vous êtes interrompu, j'ai du mal à des fois. Pardon, je suis désolé. Non, je vous en prie. Alors, deuxième volet, dans les leviers de fidélisation, donc dans ce qui nous a vraiment été dit par les établissements. Donc, on a vu, il y a l'aspect sécurisation contractuelle financière et puis le volet sécurisation au niveau des parcours professionnels. Donc là, d'ailleurs, M. Potier, vous l'avez dit aussi, on voit tout le temps qu'on a une notion de facteur temps. C'est vraiment s'inscrire dans la durée en termes de formation, être en capacité de se projeter. Donc, on a vraiment une notion de temps. L'autre volet est un peu différent. On va vraiment être sur la question de la qualité de vie au travail. Alors, sur un temps long aussi, parce que c'est des choses qui vont bouger sur un temps long, mais on est quand même sur la qualité de vie au quotidien
des agents dans leur établissement, avec vraiment un sentiment que assez vite, quand on aborde la fidélisation, la plupart des établissements nous parlent effectivement des démarches de QVT, en étant vraiment conscient que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour l'ensemble de l'établissement et pour les agents et qui peut vraiment être une nécessité. Alors, on avait rencontré aussi l'Agence régionale de santé qui nous a dit aussi ce qui a été mis en place avec à la fois des appels à projets ou des appels à candidature qui vont permettre d'accompagner la mise en place d'actions ou d'équipements aussi pour prévenir les risques professionnels. Un point qui est ressorti aussi alors dans cette étude, mais dans d'autres études aussi, sur le fait de l'importance aussi de développer ou de redévelopper, parce que dans certains cas, c'était déjà une pratique bien installée, mais de développer l'analyse de pratique pour aussi amener les professionnels à réfléchir sur leurs pratiques et puis à créer aussi du partage, d'être aussi sur l'esprit d'équipe et du fait de pouvoir partager la manière de travailler. Et puis donc, avec cet accompagnement qui peut être aussi financier, le fait d'avoir des structures qui vont intervenir comme la RACT pour accompagner. Donc là, on avait l'exemple par exemple d'accompagnement d'EHPAD qui vont pouvoir travailler sur les conditions de travail. On nous a parlé aussi de la CARSAT et de la CAFSAT avec le plan santé au travail. Donc on voit quand même qu'on est sur une dimension où il y a un besoin aussi d'accéder en fait à des financements, d'accéder aussi à de la méthode, puisqu'on va être sur des démarches qui ont besoin aussi de se structurer. Alors, différents volets sur ces démarches de qualité de vie au travail, mais vraiment au sens large. Premier élément qui est ressorti, c'est l'importance d'impliquer les professionnels. On n'est pas sur un projet qui va pouvoir fait de manière un peu hors sol, mais vraiment d'impliquer les professionnels, à la fois dans la réflexion sur les projets. Et puis, on voit aussi que cette notion de qualité de vie au travail, c'est à la fois le contenu du travail eux-mêmes, l'organisation du travail et la qualité de vie au travail plus largement, avec, selon les établissements, le fait de pouvoir donner des temps de réflexion aux professionnels, leur donner des espaces de discussion et d'être vraiment dans une logique de co-construction. Donc, on a plusieurs expressions par rapport à ça. Fidéliser, c'est la manière dont le temps de travail est pensé. Donc, on parle de temps de travail aussi. Proposer des temps de réflexion, ça crée une dynamique. Évidemment, on nous dit c'est pas toujours évident parce qu'effectivement, on est sur des emplois du temps qui sont chargés, mais en tout cas, le retour est positif. Une autre structure qui nous dit oui, on a travaillé sur le contenu du travail, sur la notion de co-construction, sur le fait que les agents soient moteurs aussi de l'organisation dans les unités. Et puis, un directeur d'EHPAD aussi qui souligne que c'est important que les nouveaux soient intégrés comme les anciens. Le fait de ne pas faire de différence, tout à l'heure, M. Potier, vous parlez de discrimination, de ne pas exclure les nouveaux sous prétexte qu'ils ont moins d'expérience, mais au contraire en disant, voilà, vous êtes nouveau, vous allez avoir un regard peut-être différent, mais vous pouvez aussi participer à ce type de choses. Peut-être M. Potier, par rapport à cette question-là de l'implication des personnels dans ce type de démarche et des jeunes notamment. Pour vous donner un exemple, pour vous donner en complément de ce que vous avez indiqué, auquel j'adhère bien évidemment, mais nous, on a une initiative en ce moment du Fonds national on a un partenariat en cours de mise en place avec le Fonds national de prévention de la CNRACL, qui nous propose de travailler sur la place des aides-soignants en santé mentale, à la fois sur la question de la difficulté dans la charge physique, mais aussi dans l'appréhension des pathologies mentales. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs de la qualité de vie au travail que nous pouvons solliciter. Ceci étant, moi, je tiens quand même à souligner, si on se met un peu en perspective dans ce cadre-là, c'est aussi côté DRH, parce que là, c'est généralement quand même des démarches pilotées au niveau DRH, de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'on passe un peu des métiers au côté réglementaire à une démarche un peu d'appel à projet, de marketing, d'essayer de trouver la bonne organisation dans ce cadre-là. Je trouve que s'il fallait donner des perspectives, c'est déjà ne serait-ce que d'identifier un secteur QVT dans une DRH, de définir un périmètre de responsabilité et dans les services de gestion des ressources humaines, en faire un sujet de formation pour différents aspects. Je profite de ce point-là pour aborder ça, mais ne serait-ce que connaître les acteurs de la prévention de la santé au travail, connaître les ressources financières. C'est là la question de la CNRACL
honnêtement, c'est via un démarchage de leur part, sinon on n'aurait pas su, avec des sommes pas négligeables. Pour l'établissement, on a ce projet pour la CNRACL, on va être de l'ordre de 75 à 80 kg € sur 2 ans. On est en convention, par exemple, pour l'emploi des personnes en situation de handicap avec le FIP-HFP, aussi pour le maintien dans l'emploi avec le FIP. Depuis, on a eu 4 conventions. C'est des conventions qui sont assez considérables, mais c'est un métier. C'est un métier, c'est de nouvelles organisations, c'est connaître un peu ces circuits-là. Et je pense que c'est quand même des éléments qui sont un peu, qui constituent des évolutions d'ores et déjà mises en œuvre, c'est indéniable, mais qui constituent quand même des évolutions sur lesquelles on est assez autodidacte, quoi. On prend des opportunités. Il n'y a pas forcément de travail de fond sur cartographier ce qui va pas, les éventuels leviers, la mesure de l'efficience aussi des projets qu'on conduit, les indicateurs d'évaluation qui pourraient démontrer de l'investissement. Enfin, il y a quand même, on est capable de faire, je pense, beaucoup de choses, mais pour moi, c'est mon ressenti dans la structure où je travaille, c'est quand même une évolution qui ne fait pas partie forcément de l'ADN initial des professionnels en DRH. Et ça rejoint ce que vous disiez au début. Il y a un côté, pendant très longtemps, les établissements de santé ont, je pense, choisi des candidats. Aujourd'hui, vous êtes choisis. Et donc, il y a un esprit de marque, d'organisation à envisager. Et il faut avoir des métiers en face qui connaissent ces appréhensions-là, la manière dont fonctionnent les professionnels, pour dès le début, la première minute, la première heure dans l'établissement, la première journée, le premier mois, que de suite, ça se passe bien. Parce que je pense que ces leviers-là, c'est un peu l'immédiateté de l'impression qui est posée. Et donc, pour revenir à la slide qui est à l'écran, oui, bien évidemment, on associe des professionnels à différents niveaux, ne serait-ce qu'en les reconnaissant ici sur des temps de réunion qui sont des temps de travail ou marche, en s'attachant à ce qu'il y ait systématiquement des jeunes professionnels qui viennent d'être recrutés, parce que dans les jeunes professionnels que nous recrutons, il y a des gens qui sortent de l'IFPS, mais il y a aussi des professionnels qui ont travaillé 10 ans dans une autre structure, vous recrutez chez nous, mais qui sont parfaitement expérimentés et dotés d'une solide expérience. Donc, il ne faut pas se priver et rester cantonné sur l'ancienneté établissement. Merci. Alors, dans l'autre volet aussi, en matière de fidélisation, on va avoir tout un autre volet, d'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure, notamment au travers de la convention avec le FIP, qui va toucher à l'accompagnement au maintien dans l'emploi. Donc là, c'est un petit peu j'allais dire un peu la figure obligée, avec des professionnels qui vont être en situation difficile et avec des actions qui peuvent être autour de l'adaptation des équipements, la réflexion sur des reconversions possibles, l'évolution vers d'autres postes. Mais dans ce que nous disent les professionnels aussi, on voit qu'on a un constat qui est que finalement, on consacre aussi beaucoup d'énergie pour ces professionnels-là, mais qu'il y aurait un besoin aussi vraiment d'être sur de la vraie, entre guillemets, prévention, plus en amont, pour éviter aussi ces situations d'inaptitude, puisque, vous savez, on est parti aujourd'hui des secteurs sur lesquels l'inaptitude est la plus élevée, en tout cas sur ces professionnels-là. Donc on a effectivement des expressions qui nous disent ça, c'est la question du bien-être physique et psychologique des agents est importante. On va être à la fois sur des questions de maintien dans l'emploi, mais aussi d'aller sur la prévention de l'épuisement professionnel et des risques psychosociaux. Ça rejoint ce que vous disiez, Monsieur Potier, aussi avec la question de la compétence. Donc la mise en place d'une équipe de santé au travail avec des médecins du travail, des ergonomes, des préventeurs, des assistants sociaux. Donc on voit aussi qu'on est sur des volets différents, certains qui vont vraiment être sur le volet médical, d'autres qui vont être vraiment sur le poste de travail, la question d'ergonomie, des préventeurs qui vont pouvoir aussi avoir d'autres actions, et puis même l'aspect social qui va rentrer en compte aussi. Et puis un responsable RH d'un établissement médico-social qui nous dit effectivement, il faudrait qu'on soit plus sur la prévention. Alors c'est une autre étude qui est en cours dans une autre délégation ANFH sur la question justement de la prévention primaire, secondaire et tertiaire, et d'essayer de voir aussi comment se situent les établissements aujourd'hui, avec une responsable RH qui nous dit oui, finalement, ça rentre un peu dans le bien commun et c'est important aussi qu'on partage ça. Peut-être un éclairage, Monsieur Potier, sur ces actions justement entre finalement le maintien dans l'emploi de professionnels qui sont déjà en difficulté et la possibilité ou pas d'aller sur de la prévention.
Oui, je confirme ces éléments-là. De notre côté, nous, on a vraiment identifié un secteur QVT qui comprend justement le service social du personnel, qui a quand même une place essentielle et qui est en charge de la dynamique de l'emploi des personnes en situation de handicap. À ce propos, quand même, une précision à la question de l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est à la fois le maintien dans l'emploi, ceux qui sont là, mais c'est aussi le recrutement de nouveaux professionnels. Et en termes de levier, aujourd'hui, nous, on passe par des contrats d'apprentissage d'aides-soignants de personnes potentiellement en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on essaie d'activer tous les leviers, y compris dans les recrutement des profs et des postes aménagés et adaptés. C'est-à-dire qu'il y a un circuit qui est établi. Alors, on a la chance d'avoir un service de santé au travail avec un médecin du travail, mais il y a un circuit qui est établi sur les préconisations, leur mise en œuvre. On a un ergonome qui intervient. Et c'est vrai que je trouve qu'en termes d'attractivité sur cet aspect-là, la convention que nous avons avec le FIPHFP, on a une expérience quand même assez longue avec eux, donne entière satisfaction. C'est-à-dire que ça nous fournit d'abord un cadre financier intéressant et un cadre organisationnel avec des fonds d'équipement, d'accueil, de recrutement direct, qui est vraiment, je trouve, moi, bien positionné dans ce cadre-là. En interne, on s'est doté d'un plan de prévention des risques psychosociaux, animé par une cellule de veille des risques psychosociaux qui regroupe les membres CHSCT, notamment le médecin du travail, les 3 organisations syndicales, la direction des soins. L'idée, c'est d'être toujours en veille, à la fois sur une dynamique projet, je vous parlais tout à l'heure du projet CNRACL qu'on va mener, mais aussi d'être sollicitable et sollicité sur les situations individuelles de services qui éventuellement dysfonctionnent. Je trouve que ce qui est dit, et notamment quand vous parlez du bien commun, je pense aussi que les professionnels, quand ils arrivent dans un service, qui peuvent voir des professionnels qui entrent, qui sortent, parce qu'ils qui sont plus expérimentés, ça participe quand même aussi de l'image de l'établissement, de l'absentéisme, de la rudesse, des conditions de travail, alors que si on arrive à avoir sollicitable, je pense qu'il y a un peu l'image que l'établissement soit en capacité d'accompagner certaines situations individuelles et du coup, quand on est jeune professionnel, je pense qu'on ne se projette pas dans la même logique. Je pense que ça peut être intéressant dans ce cadre-là. Peut-être 2 questions par rapport à vos interventions. La première c'est effectivement assez, on va dire, peut-être assez audacieux d'intégrer en apprentissage, en sachant que c'est pas facile dans la fonction publique hospitalière, puisque je pense que ça va se développer. Je pense que David Roussel pourra l'évoquer, mais c'est vrai que c'était encore relativement compliqué. Et puis d'intégrer des personnes, des aides-soignants en situation de handicap. Est-ce que ça s'est fait facilement, notamment du point de vue des cadres ou des collègues? On sait que ça peut poser question aussi sur le fait que les personnes intègrent facilement aussi. C'est pas toujours si simple que ça, les postes aménagés. Voilà, ça votre retour. Oui, alors c'est vrai que sur ce sujet-là, on essaie, pendant très longtemps, on a fait un peu de démarches, on avait un peu des services traditionnellement très favorables. On le fait, alors on a une tradition d'accueil en apprentissage depuis un certain temps, notamment on a commencé sur les métiers plutôt d'hygiène, type bio-nettoyage, ASH dans un premier temps. Et on essaie de développer sur d'autres aspects, pas d'ailleurs qu'aide-soignant, moniteur éducateur ou aussi. Je pense que la direction des soins dernièrement a eu une bonne attitude qui est celle à un moment de cartographier les lieux dans lesquels il y a eu des apprentis accueillis ou non. Oui. L'idée, c'était un peu de faire tourner aussi, d'abord que ce soit encore une fois une culture commune. Je pense que ces questions-là doivent être partagées par tout le monde. Et puis aussi que tout le monde à la fois en bénéficie, parce que je pense qu'un apprenti dans le temps, c'est quand même on les met en plus dans les organisations de travail, on fait ce choix-là, c'est quand même intéressant, mais il y a quand même un investissement de départ à avoir sur l'accueil d'un apprenti. Et je pense que c'est nécessaire d'essayer d'équilibrer un peu les choses dans ce cadre-là. Toujours dans le domaine de l'apprentissage, nous on valorise la responsabilité des maîtres d'apprentissage en leur donnant une formation spécifique. Et encore une fois, globalement, c'est toujours du donnant-donnant, quoi. C'est d'essayer d'activer tous les leviers. Il y en a qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, d'essayer de les évaluer, mais d'inscrire aussi les actions dans le temps. L'apprentissage,
on a mis du temps, et puis on a 8 ou 9 apprentis dans l'établissement en permanence dans différents secteurs d'activité. C'est connu, chaque année, il y a des candidatures, on les prend, on est identifié aussi, parce que c'est toujours la question de générer des candidatures, d'être identifié dans les structures, et je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. David, peut-être que c'est intéressant d'évoquer rapidement la question de l'apprentissage, si tu veux. Oui, effectivement. On a ce nouveau levier pour lequel la NFH Bretagne dans un premier temps, mais également en ce moment national, est en train d'activer, alors que ce n'était pas jusqu'à maintenant réglementairement éligible au fond de la formation. Du coup, la NFH expérimente en Bretagne et sur France entière le cofinancement sur les plans de formation et sur les fonds mutualisés, notamment sur les métiers en tension. Donc, c'est vrai que David rappelait que le CHGR a quand même une historicité sur l'apprentissage cumulé à la question du handicap ou de la reconnaissance du travailleur handicapé. Pendant de nombreuses années, nos établissements adhérents ont pu bénéficier effectivement toutefois du faible nombre d'apprentis sur la région et donc avaient des coûts pédagogiques relativement faibles assumés par les textes d'apprentissage de l'époque par les autres établissements, notamment privés. Aujourd'hui, les modalités depuis 2018 de la gestion de l'apprentissage en général a changé. Donc, on espère et on estime qu'à la fois le volet apprentissage au sens large, mais également l'accompagnement des formations pour les personnes en reconnaissance de handicap puisse être un élément, je pense que David pourra en témoigner, mais aussi un élément de reconnaissance de par la structure dans laquelle on travaille, de savoir que sur le plan RH, que sur le plan humain, l'établissement adhère, collabore avec tout type d'agents, notamment en allant chercher spécifiquement des profils qui ont connu des accidents de la vie ou qui ont des reconnaissances en cours. Ouais, je confirme sur le sentiment d'appartenance, une certaine valorisation de l'image de la structure, qui essaie de travailler sur l'intégration des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Et je pense que dans le sentiment d'appartenance, voilà. Je pense que ça peut générer, effectivement. C'est vrai qu'on est un petit peu bloqué des fois sur la connexion. Mais, donc, du coup, voilà, les prochaines commissions commencent la semaine prochaine sur la NFH Bretagne, en tout cas, pour sélectionner au-delà des aides-soignants, parce qu'avec les aides-soignants, on a un gros partenariat avec l'ARS, qui cofinance cet accompagnement. Et puis, avec le conseil régional et la NFH nationale, qui a identifié une enveloppe nationale importante, plusieurs millions d'euros, on espère pouvoir accompagner à la fois la partie accompagnement pédagogique et financier des apprentis, mais également, on a identifié une enveloppe spécifique en région Bretagne pour le financement et le cofinancement, selon la disponibilité sur les plans de formation aussi des adhérents, pour la formation, que le rappelait David, des maîtres d'apprentissage. C'est hyper important sur ce dispositif de pouvoir identifier un professionnel. Ça fait partie du deal, pas d'apprentissage d'ailleurs, et que cette personne identifiée ait la reconnaissance et la formation qui va avec, c'est pertinent. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de cette année, on le finance à 100%. Merci pour ces précisions importantes. Alors, dans le dernier, il me semble en tout cas, le dernier volet qu'on voulait partager avec vous, c'était autour de la qualité de vie au travail et le fait que les démarches et des mesures en fait à réfléchir, c'était intéressant d'aller au-delà de la vie au travail proprement dit et d'intégrer aussi la question d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, puisqu'on est sur des métiers qui en fait, ont un certain nombre de contraintes qui ont de fait des impacts sur la vie familiale et d'où l'intérêt en fait dans la question des besoins des professionnels de pouvoir travailler sur la question de la garde d'enfants. Alors on sait que les crèches c'est des choses qui sont faites classiquement, mais peut-être aussi d'autres approches.
la question de l'accès au logement, l'accès au crédit, la question du transport ou des tickets restaurants, ou le télétravail qui est un sujet. Alors là, on va plutôt être sur les postes administratifs, hein, pas sur les soignants. Donc, le fait de pouvoir aussi finalement faciliter un certain bien-être, une articulation qui soit un peu plus fluide entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je crois que votre établissement, M. Potier, a travaillé aussi sur ce volet-là. Oui, effectivement. Donc, je vous remercie. On a mobilisé un peu tous ces aspects-là. Je reviens sur la question de la garde d'enfants. Quand j'ai pris mes fonctions, on en a beaucoup parlé. La première étape que moi j'ai souhaité conduire et qui a été assez révélatrice des besoins, c'est d'avoir une enquête sur l'ensemble de l'établissement en y intégrant la communauté médicale. Ce n'est pas l'objet du webinaire, hein, mais sur ce sujet-là, moi j'ai bien pris garde justement à assurer l'égalité de traitement de toutes et toutes sur ces besoins-là. Nous nous sommes rendus compte sur ce point-là. Alors d'abord, je précise que ça, c'est plus pour les collègues ou les participants au webinaire. Hein. Moi, j'ai été assez surpris. Quand on parle d'audit, généralement, il y a des questions de coût. Aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de prestataires qui sont en capacité de vous proposer la gratuité sans engagement par la suite d'un diagnostic. Hein. Je tiens à le dire, parce que nous, ça a été la proposition qui nous a été faite. Et l'avantage de ce diagnostic, c'est qu'il a mis en évidence aussi beaucoup de choses sur l'évolution de la vie, du rapport au travail et de la vie professionnelle des agents. Pendant très longtemps, on a parlé ici d'ouvrir une crèche à proximité de l'hôpital. Ça ne répondait pas forcément en fait aux souhaits des agents. Aujourd'hui, de par pour beaucoup de raisons, hein, alors on est à Rennes, nous, mais notamment les prix du loyer, des loyers, des achats de maison, en fait, se sont éloignés et en fait ne sont pas du tout volontaires pour faire garder leurs enfants. Ça sera spécifique à chaque établissement, mais ne sont pas du tout volontaires pour faire garder leurs enfants dans une crèche à l'entrée de l'hôpital. C'était pas du tout le souhait. Par contre, ça nous a permis, nous, d'élargir la palette de l'offre en mode de garde en expérimentant de nouveaux dispositifs de garde à domicile. Qui sont beaucoup moins coûteux que des places de crèche, et ce qui nous a permis en fait de passer de mémoire, je crois qu'en 2013-2014 on devait être à 5 places de crèche, et globalement aujourd'hui on a plus de 30, et globalement on continue parce que voilà, pour toutes les catégories professionnelles, il n'y a pas de distinction. Ça, c'est un vrai sujet qui touche et qui permet d'avoir une vraie réponse qui n'est pas souvent abordée aussi. Je parlais tout à l'heure des nouveaux métiers dans les fonctions de ressources humaines. Ben, la question des entretiens de recrutement, des offres en mode de garde qui auparavant n'étaient pas forcément abordées, ça, c'est aussi la nouvelle manière d'aborder l'entièreté c'est quoi votre projet professionnel, mais c'est quoi aussi votre situation familiale, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, quels sont les avantages. Et dans la limite, dans les nouveaux métiers, les nouvelles compétences, être recruteur, c'est un métier vraiment, d'ailleurs, pas simple. Et je pense que ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément connues, maîtrisées, au moins dans la structure où je travaille. Sur les questions d'accès logement, crédit, nous aussi, c'est une volonté qu'on peut avoir. On a parfois dans l'établissement des logements inoccupés hein, qui résultent de choix historiques, notamment sur des logements d'équipe de direction ou des logements d'internes. Et on travaille à la mise à disposition de ces logements-là pour faciliter notamment les arrivées en mutation des professionnels, qui parfois arrivent de la région parisienne, notamment, et qui ont besoin de se stabiliser, et qui n'ont pas forcément le temps ni la volonté de suite partir sur un loyer ou pas, et qui veulent quelque chose de souple. L'idée sur les questions de crédit, par exemple, c'est crédit social des fonctionnaires. Alors, je sais que beaucoup d'établissements avaient signé, mais moi, je souhaite développer, c'est pas encore trop bien fait, mais je souhaite aussi développer une activité qui tendrait à rechercher des partenariats innovants sur la question pour améliorer le confort d'exercice professionnel, pour accéder, alors là, c'est la question du crédit social des fonctionnaires. Je sais que c'est signé par beaucoup d'établissements, mais c'est globalement d'accéder à des services un peu en plus, quoi, essayer de se différencier
différencier, de se démarquer un peu dans cet outil de marketing, se différencier et puis de se mettre à niveau, hein, parce que sur certains métiers soignants, mais aussi administratifs, logistiques, techniques, on est en concurrence avec de grosses sociétés, des d'entreprises à l'offre importante. Et nous, il faut, pardonnez-moi l'expression, ça va être un peu trivial, mais il faut cravacher pour arriver à ce niveau et essayer de concurrencer, quoi. Je ne suis pas intervenu à ce moment-là, mais le développement de carrière avec le Ségur dans les nouvelles grilles, mais l'effet des changements d'échelon, etc., on est quand même sur quelque chose où l'effet immédiat sur le net à payer des agents est quand même limité, il faut être honnête. Donc, il faut aller chercher sur d'autres aspects, d'autres volets qui ne sont pas que le net à payer et qui permettent un peu d'aller récupérer, de maintenir l'attractivité ou de l'améliorer dans ce cadre-là. Après, c'est vrai que l'objet du webinaire sur la question du télétravail, c'est pas pour les infirmiers et les aides-soignants, c'est compliqué. Ceci étant, je pense qu'encore une fois, en termes d'attractivité, sur certains actes, téléentretien dans la prise en charge, c'est aussi la question derrière de l'innovation dans l'attractivité, la possibilité d'essayer de proposer des dispositifs, alors ça va être plutôt les thématiques de recherche clinique ou autres, qui sont globalement de ne pas présenter uniquement que le travail de quotidien, mais la possibilité d'explorer d'autres aspects par rapport à ces éléments-là. David posait la question des vélos sur vélo électrique à l'effigie du CHR. Non, en fait, la question est opportune parce que c'est un détail, QVT, beaucoup de choses, mais on a des abris vélos dans l'établissement, ils sont tous surchargés, les vélos sont garés un peu partout. Et donc, c'est compliqué de dire aux professionnels, vous arrivez, vous pouvez vous faire piquer votre vélo. Enfin, il y a 2-3 anecdotes comme ça qui font que c'est parfois pas simple. Mais c'est une bonne idée, moi je retiens. On a vu effectivement dans d'autres études, la dimension environnementale, pour pas mal de jeunes, elle devient importante. C'est-à-dire, ça devient compliqué de se dire, pour certains, qu'on a un employeur qui n'est pas attentif à ça. Donc, c'est vrai que c'est un élément qui peut paraître anecdotique encore il y a quelques temps, mais qui récemment va l'être de moins en moins. Je voulais juste revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur ce que vous appeliez le diagnostic que vous aviez fait au départ. C'était quel type de diagnostic, en fait, une enquête auprès des agents pour connaître leurs besoins, leurs problématiques? Oui, exactement. On a fait diffuser un questionnaire qu'on a co-construit avec le prestataire, qui est type sur globalement, est-ce que vous avez des enfants, des problèmes de garde, est-ce que vous avez des projets d'enfants, et diffusion générale sur toutes les équipes, avec toutes les équipes de l'établissement, avec un plan de communication, parce que sur ces questionnaires-là, le vrai sujet, c'est le niveau de réponse, parce qu'il faut être le plus représentatif possible. Mais non, on l'a fait, et ça avait bien accroché, parce que le côté partenaires sociaux aussi, qui permettent à un moment, sur ces sujets-là, entre guillemets, c'est pas polémique. Il faut avancer, il faut se mettre en phase avec les besoins des professionnels. Et il faut montrer aussi, c'est un sujet d'attractivité, un peu de modernité, en disant on nous demande notre avis. Parce que je pense que le ressenti des professionnels sur les décisions qui viennent d'en haut, on n'est pas concerté, c'est vraiment le problème que nous avons, surtout dans des grosses organisations, c'est évident. Et le QVT qui ne serait pas forcément en phase avec les besoins. Il n'y a rien de pire de s'investir et puis en fait de pas, par exemple sur les places de crèche ou les modes de garde qu'on peut avoir, d'avoir des places vacantes. C'est le pire. On a l'impression de mettre de fond, de la mobilisation et puis ça ne répond pas en face. Merci. Alors peut-être un dernier volet sur votre retour d'expérience. Ce qu'on a entendu aussi sur les démarches de QVT, c'est la difficulté
de mener ce type de démarche avec des difficultés liées au quotidien, alors, comme l'exemple de sessions de formation qui vont être reportées, donc sachant qu'on va être sur un temps long. Donc, comment on fait aussi pour arriver à mettre en place ça en sachant que c'est quelque chose qui doit être pérenne, les résultats ne sont pas forcément de court terme, et puis peut-être votre retour aussi sur la manière dont vous avez en fait structuré cette démarche-là. Est-ce que tout était pensé au départ ou est-ce qu'il y a des morceaux qui se sont un peu rajoutés au fur et à mesure? Comment vous avez abordé cette démarche? Parce que voilà, la palette est très, 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 très large. Ouais, je confirme. Enfin, c'est un peu les deux, quoi, les deux aspects, quoi. Clairement, on est en phase d'élaboration du projet social. Il y aura un volet qualité de vie au travail qui, au-delà de l'aspect réglementaire, sera intégré. Il y a une réflexion de fond que nous avons essayé de poser, par exemple, dans le plan de prévention des risques psychosociaux, en essayant systématiquement d'identifier des actions particulières et de pouvoir les suivre dans le temps. Après, ceci étant, je le dis, hein, parce que ça, c'est un peu le bilan que je fais. Les fonctions de DRH, moi je suis DRH et affaires médicales, sont assez chargées par définition. Je trouve que l'actualité est très très riche. L'actualité réglementaire est vraiment difficile, quoi. Enfin, c'est très intéressant pour les agents, hein. Il y a des revalorisations, elles sont légitimes et c'est très bien comme ça, mais il faut arriver, l'entretien pro, les lignes directrices de gestion, le Ségur, la refonte du régime indemnitaire. Trop souvent, moi c'est le retour que je fais et j'essaie de me battre contre ça. La question de la QVT, on ne sait pas forcément ce qu'on va mettre en priorité. Je pense que ça, dans les questions d'organigramme de direction, mais ça c'est plus une réflexion globale, hein, comme sur les fonctions, et notamment des RH dans les établissements de santé. On nous demande de faire de la QVT, mais on nous demande aussi de maîtriser la masse salariale, d'essayer d'arriver à accompagner les choses. À un moment, dans les établissements de santé, les questions de moyens consacrés, notamment dans les directions de ressources humaines, sont quand même, à mon sens, un peu un sujet. On ne pourra pas faire de la fidélisation, de l'attractivité à moyens constants. C'est quand même le diagnostic que je pose. Étant entendu qu'aujourd'hui, hein, je ne sais pas ce qu'on pense pour les participants, mais pose quand même d'énormes soucis dans les organisations de travail, dans le respect de la réglementation sur le temps de travail, dans les projets de soins, les projets d'accompagnement. Enfin, le bilan du déficit d'attractivité, il n'est pas que numérique, quoi. Il est vraiment qualitatif et ça nécessite quand même une prise de conscience. On ne peut pas être que sur des questions d'outils, hein. Il faut quand même du temps, c'est ça. des moyens, des organisations et un objectif partagé par tous, quoi. Ça, c'est quand même moi le bilan que je fais, hein. Voilà, quand on met en place des démarches comme dans ce cadre-là, il faut quand même que c'est du temps dans les équipes. Je ne vois pas aujourd'hui de service de ressources humaines dont une partie des équipes n'aurait pas d'occupation. Franchement, c'est plutôt... Merci. Bon, donc, une tâche auquel il faut s'atteler avec pas mal de motivation, de persévérance et en se disant qu'on ne finira pas tout de suite. C'est important que vous le souligniez aussi, que c'est pas quelque chose en plus, quoi. Enfin, c'est quand même c'est partie intégrante. Comme vous dites, quoi, et puis la question d'avait... Pardon, allez-y. Non, je vous écoute. Ouais, non, moi, il y avait la question de la formation à cette nouvelle problématique, quoi. Je pense que, moi, je parlais tout à l'heure d'entretien de recrutement, de connaître un peu de formation, y compris sociologique. C'est quoi les attentes de professionnels aujourd'hui? Je trouve que ce sont des choses qui ne sont pas forcément... encore une fois, ça ne fait pas forcément partie de l'ADN des services de ressources humaines. Enfin, on sent qu'il y a des démarches, mais ils permettent à chacun de dépasser peut-être ses a priori, essayer
des diagnostics d'attractivité par établissement. Enfin, il y a des choses qui peuvent être envisagées. On va proposer aux participants un sondage tout à l'heure. Il y a effectivement cet élément-là sur les sujets. Est-ce que notamment la compréhension des attentes des agents ou de qu'est-ce qui va fidéliser, ça faisait partie effectivement des sujets. On l'a vu, là, c'est ressorti quand on a parlé d'intégration, c'est sorti quand on a parlé de recrutement, parce qu'on a le sentiment qu'il y a à la fois, ne serait-ce que sur le sujet de la mobilité versus stabilité, il y a une espèce de point d'interrogation sur qu'attendent les gens qu'on recrute. Alors, bien évidemment, ils n'attendent certainement pas tous la même chose. Donc, on voit aussi qu'il y a vraiment ces interrogations-là et très certainement la nécessité d'impliquer les professionnels dessus. Je vais peut-être avancer sur la partie justement des besoins et n'hésitez pas à réagir aussi. Nous ce qu'on a perçu dans ce qui a été dit, alors c'est à la fois j'allais dire des basiques, hein, la question dans les attentes vis-à-vis de la NFH notamment, la question du financement des politiques de formation professionnelle comme étant vraiment déjà une espèce de base, c'est vraiment indispensable, y compris pour aller plus loin sur des nouvelles formations comme les formations d'IPA. La question du financement de l'apprentissage, hein, on l'a largement évoqué. Vous disiez aussi d'ouvrir le champ, donc toucher aussi des personnes peut-être différentes qu'on n'aurait pas touchées par les approches de formation classiques. Et dans le cadre de l'apprentissage, effectivement, de pouvoir développer une culture d'appartenance à l'établissement et de faire en sorte qu'il favorise, il reste en poste peut-être plus aussi que d'autres profils. On a vu dans d'autres secteurs d'activité des évolutions très très importantes en matière d'apprentissage, y compris des secteurs qui en étaient très éloignés, comme je pense au secteur de tout ce qui est cabinet comptable, par exemple, hein, l'apprentissage n'existait quasiment pas, ils ont doublé en quelques années. Donc, on voit quand même que c'est un levier qui est de plus en plus intéressant à activer et qui est largement soutenu au plan financier. Ce qui a été évoqué aussi dans les attentes, c'est, et je crois que vous l'avez dit aussi, sur les attentes par rapport aux nouveaux métiers, aux impacts aussi sur tout l'aspect technologique. Avec un besoin aussi qui est de dire on a besoin aussi de formations qui soient évolutives et de choses un peu innovantes. Ce qui a été évoqué aussi, c'est la notion de formation par simulation. Donc, on a aussi cette question du rapport à la formation, du rapport au temps, et donc de professionnels qui veulent peut-être aussi se former de manière différente. Ça, on a eu l'occasion de travailler sur une autre étude. On voit vraiment qu'il y a une espèce de rapport temps passé versus ce que j'ai appris qui devient important, avec des jeunes professionnels qui ont moins envie d'être peut-être en salle avec un temps important sur des parties des fois un peu théoriques. Ce qui est ressorti aussi, c'est, vous l'avez évoqué, hein, c'est récurrent, la question de l'accès à la formation et d'accompagner les agents sur les besoins en formation, de donner de la lisibilité, hein, vous l'avez dit aussi, sur la manière dont on peut évoluer sur les parcours professionnels et savoir aussi ce que les professionnels attendent. Vous l'avez évoqué aussi, la cartographie des besoins des professionnels en poste, c'est important également. Alors, sur les besoins des cadres de santé pour accompagner ce travail, alors vous l'avez dit, il y a la RH hein, qui est vraiment pilote et porteur, mais il y a aussi beaucoup de choses en fait qui se jouent dans les services. Alors, on a plein de choses qui sont sorties, l'idée de long terme, de prospective. Donc ça, vraiment, ce facteur temps, il va sortir tout le temps. La question de la projection, la question de l'accompagnement des souhaits individuels avec les entretiens professionnels aussi. La dimension managériale aussi qui est importante hein, entre QVT et manière de manager, on est sur des choses assez proches. Et nous, on l'a représenté un peu en 4 volets sur les besoins des cadres de santé. L'un qui est vraiment dans la compréhension, effectivement, hein, voilà, j'ai besoin de savoir concrètement ce qu'attendent les agents, pas seulement à court terme, mais aussi dans ce qui va permettre de le fidéliser, qui est nécessairement différent d'un professionnel à l'autre. Ensuite, la question du management, hein, donc pour certains aussi, faire évoluer les pratiques de management avec quelque chose qui peut motiver, qui peut inciter à rester. La question de l'accompagnement des agents dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours. Donc là, effectivement, il y a à la fois des éléments qui sont pilotés par les RH, mais c'est aussi du quotidien et la NFH aussi propose des choses sur, par exemple, se former aux
aux entretiens professionnels, donc comment être accompagné sur le sujet, et puis aussi des demandes autour de comment j'accompagne en fait des agents en difficulté, où on sait en général que c'est vraiment un travail d'équipe et qu'on va avoir un besoin de transversalité aussi entre peut-être effectivement le service santé au travail, le cadre, donc un ensemble de professionnels qui vont devoir être accompagnés. Donc voilà un peu ce qu'on a vu plutôt sous l'angle des besoins en formation au niveau des cadres de santé sur le champ de la fidélisation. Peut-être Monsieur Potier, si vous voulez réagir sur le sujet. Je trouve que vous le résumez parfaitement sur cette organisation-là. C'est clairement, nous, de notre côté, un axe de formation à envisager. Si j'avais une remarque, mais pour donner un peu en perspective, nous, on s'attache aussi à impliquer des responsables médicaux dans la question de la fidélisation, parce que c'est quand même eux qui sont à la manœuvre, notamment sur le projet médical. Et je les trouve, mais ça c'est un regard que j'ai, ils sont très, très préoccupés par les questions de fidélisation et d'attractivité parmi les postes médicaux. Ils le sont aussi pour les autres professionnels, mais je veux dire à un moment, quelle est leur place aussi derrière sur leur projet en termes d'innovation, comment eux peuvent être un facteur d'attractivité, eux et l'encadrement soignant, mais dans le cadre d'un projet médico-soignant. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, parce que, à la limite, mais de toute évidence, la dynamique projet dans le projet médico-soignant est quelque chose qui est quand même l'un des principes fondateurs de ces démarches-là, et y compris sur les secteurs considérés comme peu attractifs, sur lesquels moi je suis. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un aspect qu'on n'avait pas. D'accord avec l'absence d'attractivité. Tout à fait. Oui, je pense que c'est arriver à ce que le secteur médico-social, via les projets d'accompagnement des résidents en EHPAD, des résidents en masse, comment tout le monde peut trouver sa place pour les professionnels. Voilà. Encore une fois, si j'avais une remarque, je vous remercie, moi je partage totalement, et la question cadre et manager dans leur ensemble, parce que c'est pas anodin, et je pense que la question de la fidélisation, l'un des points faibles qu'on peut en avoir, c'est le fonctionnement en silo. Voilà, j'ai mon champ, je traite ces agents-là, mais on fonctionne en collectif, et le collectif, il implique que tout le monde soit au même niveau sur ces sujets-là. Merci de rappeler ça. Peut-être en deux mots, David, parce que sur un certain nombre de besoins, je pense notamment à tout l'aspect entretien professionnel. Il y a des choses qui existent en matière de formation, sans présenter tout le part, mais peut-être juste rappeler les choses dont les établissements peuvent se saisir. Ouais, deux mots, le challenge est compliqué. Je propose d'effectivement faire ces deux mots et puis ensuite de faciliter l'échange avec les participants, puisque que ce soit à travers Zoom, ils peuvent prendre le micro également ou participer sur le chat. Mais voilà, ce résumé du plan d'action régional, il est partiel, certes, mais il illustre à la fois les échanges de cette heure et demie et puis des deux derniers opus qu'on a pu avoir sur la question des métiers en tension, en rappelant quand même que ce sont des activités, des actions de formation qui étaient déjà présentes, peut-être moins mises en lumière, mais déjà présentes depuis de nombreuses années. Peut-être qu'en ce moment, la NFH les formalise un peu mieux, un peu plus, et cible la formation. Donc, on a parlé des études promotionnelles et de l'apprentissage déjà. C'est notamment les métiers en tension IDEAS et puis IPA. C'est un sujet sensible même dans nos instances en ce moment, la question de la place des IPA dans le financement, non pas dans les établissements, mais dans le financement et le cofinancement. Mais on a aussi des actions de formation, des dispositifs entiers qui touchent l'amélioration de la compétence des agents, autant dans leur vie professionnelle pour améliorer leurs aptitudes professionnelles que dans leur satisfaction aussi personnelle, dans leur vie sociale, etc. Et le dispositif, le premier qui est cité, le 4C, les clés pour les connaissances et compétences vers une carrière,
c'est ce qu'on appelait avant, ça a été cité par David, les savoirs de base, mais dedans, il y a plusieurs degrés de formation et plusieurs domaines. Il y a l'écriture, il y a la lecture, la compréhension, la représentation dans l'espace et les outils numériques. Donc, on a vraiment un panel complet, et notamment en lien avec les outils numériques, ce qui a été dit par notre grand témoin du jour, est partagé par bon nombre de nos établissements, puisque on peut risquer les outils de base si demain on développe dans nos établissements les dossiers patients informatisés, la GED, etc. On peut en perdre en route si on n'a pas pris les mesures avant de pouvoir accompagner. Et ce type de dispositif 4C permet notamment aux agents d'être suivis. Peut-être ne savons pas encore s'il y a un réel besoin. Eh bien, le simple diagnostic posé, le bilan de positionnement, permet de rassurer ou confirmer la préconisation de formation. Donc vraiment, le dispositif 4C, je le mettrai en relief avec un autre dispositif qui existe depuis 30 ans à la NFH Bretagne et qui va encore prendre une ampleur supplémentaire puisqu'on va désormais l'acheter, c'est développement personnel et communication, qui aura 3 volets, dont 2 qui sont achetés cette année, qui sont à destination des agents, savoir mieux se situer sur son métier de professionnel, mieux communiquer, mieux interpréter les comportements de ses interlocuteurs, et puis également à destination des cadres. Tout à l'heure, je voyais l'affiche sur le management bienveillant. C'est vraiment cette typologie. La troisième, on se la réserve pour la rentrée. On va réunir un petit groupe de travail avec des personnels médicaux, puisqu'il sera à leur demande également, à destination, et de nos instances également, à destination des personnels médicaux. Donc, tout un panel. Je passe tous les autres diplômes, formation d'e-learning, et je clôt la présentation sommaire de la formation proposée à l'NFH par les accompagnements et GPMC Entretien Pro, avec les formations qui vont avec, et puis pour la rentrée, une autre sorte de cartographie qu'on n'a pas fait à l'échelle régionale, qui sera bien utile aussi pour nos adhérents, c'est le baromètre social. Donc, on a fait la carto, on a fait l'enquête spécifique Cali, et d'ailleurs on remercie tous nos adhérents et partenaires qui ont participé sur l'enquête métier en tension, qui a pu produire ces trois versants de cette journée. Et puis voilà, le baromètre social nous donnera encore une grande instruction sur l'avenir et sur ce qu'on aura à proposer à nos adhérents. Voilà pour moi. Alors, peut-être que je passe directement, comme on dit à la télévision, sans transition. On va passer la parole à Catherine Corr, donc pour alors clôturer ce rendez-vous, mais aussi finalement les 3 rendez-vous, puisque là, on a la boucle est bouclée sur le sujet. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, ça va. Je vérifie si j'ai du son. Ouais. Ok, donc bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, merci à chacun d'entre vous. Vous êtes 36 personnes connectées aujourd'hui, je crois, pour votre participation à ce webinaire dématérialisé dans le cadre de la traditionnelle journée Carrefour Formation, qui est une institution maintenant au sein de la NFH Bretagne et qui s'adresse, rappelons-le, aux référents formation continue des établissements, aux directeurs, aux cadres, toutes les personnes touchant de près ou de loin à la formation continue des professionnels de santé. Donc, on le voit bien, son succès d'année en année ne se dément pas, avec un choix thématique cette année très en phase avec les problématiques de ressources humaines hospitalières et médico-sociales. Le webinaire d'aujourd'hui, vous l'avez dit, Madame Louise, clôt un triptyque qui développait les thèmes de l'attractivité de l'hôpital public et des EHPAD et du secteur social, bien sûr, le recrutement dans un deuxième temps et le fait de mieux intégrer les professionnels qui arrivent au sein de l'hôpital ou des structures sociales et médico-sociales, et aujourd'hui, donc, la fidélisation des professionnels. On le sait, c'est un triptyque très fragilisé aujourd'hui au sein du monde hospitalier. Donc, je crois qu'aujourd'hui,
les professionnels connectés ont reçu un certain nombre d'informations, voire de réponses, de pistes d'action pour se saisir de ces enjeux. Ce qui était très intéressant aussi dans ce triptyque présenté tout au long du mois de juin, ça a été de pouvoir bénéficier de façon large des résultats de la cartographie des métiers. C'est vrai que ça a été un gros travail mené par la NFH en lien avec l'ARS et donc avec BVA, qui confirme effectivement un certain nombre de métiers en tension que l'on identifie très bien au sein de nos structures, notamment le métier d'infirmière, notamment le métier d'aide-soignante. Et aujourd'hui, donc, ainsi que la semaine dernière, nous avons bénéficié de façon très précieuse de l'intervention de professionnels de terrain, avec tout d'abord, la semaine dernière, M. Perron, cadre supérieur de santé au GHBS de Lorient, et aujourd'hui, donc, M. Potier, du centre hospitalier Guillaume Régnier, où il occupe donc la fonction de DRH et de directeur des affaires médicales. Donc, effectivement, Madame Louise a déjà tout résumé. Moi, ce que je retiens, et comme d'autres, j'imagine, c'est qu'il y a certes beaucoup de freins à la fidélisation de nos agents aujourd'hui, le fait qu'ils pensent manquer de perspective, le fait aussi qu'il y a un déficit d'attractivité de certains métiers, notamment aide-soignant, mais aussi, et la chose très positive que l'on retient de votre intervention, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de leviers à mobiliser pour accroître la fidélisation des agents hospitaliers en redonnant du sens au travail, en cultivant la qualité de vie au travail et effectivement en développant le sens du collectif, de l'interprofessionnel. Et là, on voit bien que la formation continue a toute sa place. C'est un atout, un levier dont nous nous servons déjà abondamment au sein de nos structures, mais qui peut effectivement être mobilisé sur cette thématique. Donc, pour l'occasion, nous tenons tous les membres d'instances de la NFH et moi-même à remercier chacun de nos adhérents qui nous font confiance d'une part et qui utilisent nos outils en période de crise sanitaire, qui utilisent la possibilité de répondre à des enquêtes aussi, qui nous font part de leurs témoignages et qui participent tout simplement aux journées régionales qui sont organisées. Alors, il faut savoir qu'à l'issue de ces 3 webinaires, les enregistrements vont rester disponibles, seront donc accessibles pour les participants et pour les autres. Et aussi, une autre information intéressante, c'est que l'événement formation, qui est une production ANFH, c'est vrai, un condensé d'articles fabriqués par des professionnels du monde hospitalier, sera bientôt entièrement consacré au sujet de la gestion des métiers en tension. Voilà, donc nous vous incitons à vous saisir de ce prochain événement formation qui sera très certainement très intéressant. Alors, nous remercions BVA, je l'ai déjà dit. Merci à vous, Madame Virginie Louise, pour la qualité du travail réalisé. Nous remercions également nos partenaires, qui sont donc la Fédération hospitalière de France, l'Agence régionale de santé Bretagne, qui, vous l'avez vu, est à la manœuvre pour nous aider dans beaucoup de thématiques intéressantes, comme l'apprentissage, les soutiens aussi à la formation aide-soignante, la communication autour de la promotion de ce métier en tension. Nous remercions aussi le Conseil régional et de façon plus récente, nous tenons à remercier un partenariat qui est plus récent pour nous, qui est celui contracté avec Pôle emploi, ainsi que les missions locales avec lesquelles effectivement la NFH collabore de façon plus active. Donc, en conclusion, la NFH rappelle bien sûr son souhait constant d'accompagner, de promouvoir la montée en compétences des agents hospitaliers, de promouvoir l'évolution professionnelle quel que soit le niveau des agents hospitaliers, de l'acquisition des compétences de base. On a parlé tout à l'heure du dispositif 4C qui en est emblématique, effectivement, jusqu'à l'acquisition de diplômes et d'études promotionnelles. Donc, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la formation est et restera au sein de nos établissements un formidable levier d'évolution professionnelle. Voilà, et la NFH poursuit activement son travail en ce sens avec David Roussel et toute l'équipe. Nous vous souhaitons donc, pour clore ce temps d'échange très fructueux, très riche, une très bonne fin d'après-midi
Et nous vous disons à très bientôt pour d'autres temps d'échange dans le cadre de la NFH Bretagne. Voilà, merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir à tous.